Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Théorie de Galois. A priori, cette vidéo-là, ce sera la dernière de celle que je veux faire pour l'instant. J'arrive à peu près au bout de ce que je voulais dire et on arrive au bout de cette histoire de résolubilité par radicaux. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner un exemple d'équation dont on peut démontrer qu'elle est résoluble par radicaux. Donc celle que vous avez vue sur la miniature, a priori, si j'ai bien mise, c'est une équation qui n'est pas résoluble par radicaux et on va voir pourquoi. Alors, je vais vous donner un exemple beaucoup plus large d'une classe d'équations polynomiales qui ne sont pas résolubles par radicaux. Ça va être la classe de ces polynômes-là. Donc on prend des polynômes à coefficient dans Q cette fois, puisque bon, a priori c'est ce qui nous intéresse. On pourrait travailler dans un corps plus général, mais ça entraînerait quelques complications, donc je vais travailler dans Q pour l'instant. Un polynôme à coefficient dans Q, et on suppose quelques petits trucs dessus. On va supposer qu'il est de degré 5. Okay, 5 c'est le degré à partir duquel on sait que ça a de bonnes chances de rater. Puisque S5 n'est pas résolu, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. On va demander qu'il soit de degré simple, on va demander qu'il soit irréductible, donc crochet X, et on va demander une condition un peu bizarre, qui est qu'il a exactement deux racines qui ne sont pas réelles. Okay, donc par exemple, son graphe, ça pourrait ressembler à un truc comme ça, son graphe sur R, et on voit qu'il a trois racines réelles, et deux racines qui ne sont pas réelles, puisqu'il est de degré 5. Okay. Sous ces conditions-là, il n'est pas résolu par radicaux. C'est ça qu'on va démontrer. On va démontrer que ce polynôme-là n'est pas un polynôme dont on peut exprimer les racines à partir uniquement des 4 opérations de l'arithmétique et de l'extraction de radicaux, c'est-à-dire de racines énièmes. Alors comment on va faire ça? Bah évidemment, on va montrer que son groupe de Galois n'est pas résoluble. C'est pour ça qu'on a installé toute cette machinerie pour l'instant. Donc, évidemment, donc preuve. Il suffit de montrer que sous ces conditions, le groupe de Galois de K, groupe de Galois de P par rapport à K n'est pas résoluble. Alors on sait que le groupe de Galois de P s'injecte dans S5. Ça, c'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. Pourquoi? Parce que P est de degré 5 et il est à racine simple puisqu'il est irréductible. Je vous rappelle que les polynômes irréductibles sont bien à racine simple parce qu'ils sont premiers avec leur polynôme dérivé. Parce que sinon, le PGCD de P et P' serait un diviseur de P, ce qui n'est pas possible. Donc, il s'injecte dans S5, car de degré 5 est irréductible. Ça, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Il s'injecte dans S5 par l'action sur ses racines, c'est-à-dire en regardant chaque morphisme du groupe de Galois comme une permutation des racines. Ok, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va obtenir de ce côté-là dans S5? Donc, on voit le groupe de Galois comme un sous-groupe de S5. Donc maintenant, on va complètement identifier les deux, pour éviter d'avoir des problèmes de notation, via le morphisme phi qui va du groupe de Galois dans S5 et qui a sigma associe sigma restreinte aux racines de P. Okay, ici évidemment j'ai identifié S5 avec le groupe des permutations des racines de P. Ok, maintenant la question c'est, en tant que sous-groupe de S5, à quoi il ressemble ce groupe de Galois de P? Alors il y a plusieurs choses qu'on peut dire dessus. La première chose, ça va être d'utiliser cette condition-là pour montrer que P, que ce groupe de Galois contient une transposition. Alors on va faire ça. Montrons, premier point, montrons que le groupe de Galois de P contient une transposition. Alors comment ça se fait? Et bien en fait c'est juste la conjugaison complexe qui va nous le donner. On note l'application C qui va de L, donc L c'est évidemment l'extension de décomposition. Alors ici K égale Q, depuis le début, pardon. Donc je vais écrire L, l'extension de décomposition sur Q de P, ou ici K ça va être Q, évidemment. Et donc ici le groupe de Galois de P par rapport à K, je ne l'ai pas dit, mais évidemment c'est K égale Q. Et on note la conjugaison complexe, l'application qui va de L dans L, et qui à Z associe Z bar. C'est juste la conjugaison complexe dont vous avez l'habitude.
C laisse fixer les 3 racines réelles de P et échange les 2 autres, parce qu'elles sont complexes conjuguées. C'est les racines d'un polynôme à coefficient réel, donc elles sont complexes conjuguées. Donc finalement, C est, donc C évidemment sous-entendu vu comme un élément de S5, c'est une transposition. Dans S5. Et il faut quand même vérifier que c'est bien un morphisme de corps. C'est évident, la conjugaison complexe c'est un morphisme de corps sur C, donc en particulier c'est un morphisme de corps sur L. Donc voilà comment on obtient une transposition dans le groupe de Galois. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est que l'action du groupe de Galois sur les racines est transitive. C'est-à-dire que si je fixe une racine, si je fixe 2 racines, pardon, il existe un morphisme sigma qui envoie alpha sur bêta. Alors en effet, soit alpha, bêta, 2 racines de P. On veut montrer qu'il existe sigma dans le groupe de Galois tel que sigma de alpha est égal à bêta. Comment on fait ça? On sait que P est irréductible, et c'est là que c'est utile. Donc, bêta est un Q conjugué. Pourquoi bêta est un Q conjugué de alpha? Parce que P, comme il est irréductible et qu'il annule alpha, c'est le polynôme minimal de alpha sur Q. Et de la même manière, c'est le polynôme minimal de bêta sur Q. Et donc bêta est une racine du polynôme minimal de alpha sur Q, donc c'est un Q conjugué de alpha. Okay, donc on sait qu'il existe un morphisme qu'on va appeler F, et qui va de Q parenthèse alpha dans Q parenthèse bêta, et qui envoie Q de alpha sur Q de bêta, où évidemment Q c'est une fraction rationnelle. De Q parenthèse X, coefficient dans Q. Okay, juste, ça c'est le morphisme qui envoie alpha sur bêta. Et ce truc-là, on a vu dans les premières vidéos que ça nous donnait bien un morphisme de corps, puisque alpha et bêta sont conjugués, sont Q conjugués. Okay, maintenant, par le lemme de prolongement des morphismes, F s'étend en une application sigma qui va du coup de L dans C, et qui est un morphisme de corps, et le fait que F envoie alpha sur bêta impose que sigma de alpha égale bêta. Et ça c'est très bien, puisque du coup ça va nous donner un élément du groupe de Galois. Alors maintenant, on sait que sigma fixe Q, donc permute la racine de P, donc sigma envoie L dans L. Ok, ça c'est clair parce qu'elle envoie les racines de P dans L et elle envoie Q dans Q, donc elle envoie Q dans L et les racines de P dans L, et donc comme L est engendrée par Q et les racines de P, elle envoie L dans L. Ok, puis sigma est un élément du groupe de Galois du polynôme P sur K, qui envoie sigma de alpha sur bêta. Okay, donc finalement, on a que le groupe de Galois de P sur K agit transitivement sur l'ensemble des racines. Donc encore une fois, ce que ça veut dire, agir transitivement, c'est que si je prends alpha, bêta, 2 racines, alors j'ai un morphisme qui envoie alpha sur bêta. Et ça c'est une bonne nouvelle parce que ça va nous donner une condition intéressante sur le cardinal du groupe de Galois.
Alors comment ça se fait? Deuxième lemme. Là on a montré que le groupe de Galois agissait transitivement. Deuxième lemme, on a que 5 divise le cardinal de ce fameux groupe de Galois. Comment ça se fait? Ça va être parce que le groupe de Galois agit transitivement. Donc, preuve. Par la formule orbite stabilisateur. Donc, alors, je ne sais pas comment vous appelez ce truc-là, mais c'est un résultat classique de théorie des groupes. Formule orbite stabilisateur. On a que le cardinal du groupe de Galois de P, c'est égal au cardinal du stabilisateur d'un point X fois l'orbite de X, ok, où X c'est un élément de l'ensemble des racines de P. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça, le stabilisateur, c'est l'ensemble des sigmas dans le groupe de Galois tel que sigma de X égale X, et ce truc-là, c'est l'ensemble des sigma de X pour sigma dans le stabilisateur. Bon, alors je vais quand même démontrer cette formule puisque c'est quand même bon, c'est vraiment le cœur de la preuve, quoi. Donc je démontre, on prend X, un élément qui est donc une racine de P, une racine complexe de P qui vit donc dans L, et ce que je dis c'est que le groupe de Galois de P, c'est l'union pour les Y dans l'orbite de X, donc c'est-à-dire dans l'ensemble des points atteints par les sigma X, de l'ensemble des sigma tels que sigma de X égale Y. Oui, cette égalité-là, c'est évident, hein. Si je prends un élément du groupe de Galois, alors sigma de X, ça va être un truc dans l'orbite, donc ça va être un certain Y dans l'orbite, et donc si je fixe ce Y, notre sigma il sera dans cet ensemble-là, puisqu'il vérifiera sigma de X égale Y. Et l'inclusion dans l'autre sens est claire. Maintenant, la question c'est, que vaut le cardinal de ce truc-là? Parce que l'union est disjointe, hein, donc on a que le cardinal du groupe de Galois, c'est égal à la somme pour Y dans le cardinal, dans X, des cardinaux de ces trucs-là. Maintenant, on va fixer un Y et on va calculer le cardinal de ce truc-là. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on fixe Y dans l'orbite et on veut calculer le cardinal de cet ensemble-là. Alors, on dispose naturellement de taux dans le groupe de Galois tel que on a taux de X égale Y. Et donc, si je prends un sigma dans le groupe de Galois, on a les équivalences entre les trucs suivants. On a équivalence entre sigma de X égale Y et sigma de X égale taux de X et sigma taux moins 1 de X égale X. Et cette chose-là, c'est équivalent à sigma taux moins 1 dans le stabilisateur de X. Okay, et donc finalement, vous avez une bijection entre l'ensemble des sigmas tels que sigma de X égale Y et le stabilisateur de X qui est donné par cette chose-là. Okay, donc cette application-là est bijective. Ça c'est clair, hein, parce que vous voyez que la multiplication par un élément du groupe, c'est évidemment un truc bijectif. Et donc, vous avez que le cardinal de cet ensemble ce truc-là, c'est le cardinal du stabilisateur. Et donc si je reprends l'égalité qu'on avait au-dessus, qui est cette chose-là, c'est ça. Ce truc-là, c'est égal au cardinal du stabilisateur, et donc vous obtenez bien cardinal du groupe de Galois de P, qui est égal à cardinal du stabilisateur, fois cardinal de l'orbite. Ok, c'est super. Voilà ce que je voulais faire, et maintenant, j'utilise le fait que le groupe de Galois agit transitivement sur l'ensemble des racines. Donc, les racines, il y en a 5. Hein. Ok, donc
si x est une racine, on a que le cardinal de l'orbite, c'est 5, parce que tout le monde est dans l'orbite, puisque le groupe agit transitivement. Et donc, de cette égalité-là, on déduit que 5 divise le cardinal du groupe de Galois. Ok, ça avance. On sait maintenant deux choses sur le groupe de Galois. C'est deux choses qui, a priori, n'ont pas l'air suffisantes pour montrer que ça va être tout S5, mais en fait, ça va être suffisant. Et c'est ce qu'on va montrer maintenant. Alors, on sait que le groupe de Galois contient une transposition. Première chose. Et cardinal divisible par 5. Et ces deux choses-là, ça va impliquer que, étant convenu que le groupe de Galois c'est bien un sous-groupe de S5, encore une fois K c'est toujours Q, ces deux choses-là, ça va impliquer que le groupe de Galois en fait c'est S5. Ok, donc on va montrer ça. Un nouveau lemme. Donc H, un sous-groupe de S5, qui vérifie ces deux choses-là. Donc, H contient une transposition. Et une deuxième chose, cardinal de H est divisible par 5. Sous ces deux conditions-là, on a que H égale S5. Ok, et on va prouver ça maintenant. Et une fois qu'on aura prouvé ça, ce sera terminé, puisque dans ce cas-là, on aura montré que les polynômes qui sont dans notre classe, qu'on a défini au début, c'est-à-dire les polynômes à coefficient dans Q irréductibles de degré 5, qui ont exactement deux racines non réelles, ces polynômes-là auront un groupe de Galois qui est isomorphe à S5, qui n'est donc pas résoluble, et donc ces polynômes-là ne sont pas résolubles par radicaux. Donc il suffit maintenant de montrer ce petit lemme-là. Bon, on est parti pour prouver ce petit lemme. Alors là, je vous préviens, je vais utiliser des résultats de théorie des groupes qui sont classiques, mais je vais pas les démontrer parce que c'est complètement hors sujet. Donc en particulier, je vais ici utiliser le lemme de Cauchy pour commencer. Alors, on a que 5 divise le cardinal de H avec 5 premiers, donc par le lemme de Cauchy, que je ne vais pas démontrer, que je démontrerai peut-être un jour dans une autre vidéo. H contient un élément d'ordre 5. Donc si vous avez un groupe dont le cardinal est divisible par un nombre premier, alors vous avez un élément dans ce groupe qui est d'ordre exactement P. Ça c'est le lemme de Cauchy. Un élément d'ordre 5. C'est-à-dire, quand vous êtes dans S5, les éléments d'ordre 5, c'est les 5 cycles. Qu'on va appeler C. Ok. Il contient aussi une transposition AB. Donc une transposition. Ça c'est par hypothèse, on suppose qu'il contient une transposition par hypothèse. Ok. Et quitte à remplacer C par C carré, C cube ou C puissance 4, on peut supposer que C envoie A sur B. Oui, parce que si C n'envoie pas A sur B, alors un de ces trois-là enverra A sur B, et ce sera toujours un 5 cycles. Ça, je vous laisse le vérifier. Ok, donc, on écrit C qui va être égal à le 5 cycles engendré par A, B, C, D, E. Oui, alors j'aurais pas dû prendre C ici, mais peu importe. Avec A, B, C, D, E dans 1, 5, tous différents. C'est-à-dire différents de 2. Ok. Donc on a cet élément-là dans notre groupe et cet élément-là. Maintenant, je vais écrire une petite série d'égalités qui vont nous permettre de choper beaucoup d'autres éléments dans le groupe. Alors la première égalité que je vais écrire, c'est celle-là. AB fois A, B, C, D, E. Ça, je dis que c'est égal à B, C, D, E. Donc vous pouvez vérifier ce truc-là.
Normalement, je ne me suis pas trompé, j'espère. Sinon, n'hésitez pas à me le dire. Une autre égalité qu'on a, c'est cette chose-là. Cette chose-là, ça va être égal à ABD fois CE. Ok. Deuxième chose. Et on a aussi juste A, B, C, D, E qui va nous être utile. Alors, ce truc-là, c'est un élément d'ordre 4. Et qui vit dans H. Hein, pourquoi il vit dans H? Parce que ça c'est dans H, ça c'est dans H. De la manière, ça c'est dans H, ça c'est dans H, ça c'est dans H. Donc ce truc-là c'est dans H, qui est un sous-groupe. Hein. Donc, et ce truc-là c'est d'ordre 6, dans H. Et ce truc-là c'est d'ordre 5, et c'est toujours dans H. Ok, donc vous avez que 4 divise le cardinal de H. Donc ça c'est le théorème de Lagrange, hein, parce qu'on a un élément d'ordre 4. Vous avez aussi que 6 divise le cardinal de H, et que 5 divise le cardinal de H. Donc, le PPCM de tous ces trucs-là, c'est 4 fois 3 fois 5. Donc, 3 fois 4 fois 5 divise le cardinal de H. Et ce truc-là, c'est 60. Ok. Donc, H est le cardinal divisible par 60. Bon, S5 est le cardinal 120. Donc on est quasiment au bout. Là, il y a plein de manières de conclure. Celle que je vais proposer, c'est à mon sens à peu près le plus simple qu'on peut faire de manière élémentaire sans utiliser de entre guillemets de gros théorèmes. Alors, ce que je dis, c'est que H est distingué dans S5. Alors si vous avez d'autres manières de conclure à partir de ça, ça m'intéresse, parce que finalement ce que je fais c'est pas le plus simple. Enfin, je sais pas si on peut faire beaucoup mieux, si on peut faire beaucoup plus simple. Ce que je dis c'est que H est distingué dans S5, car si G est dans S5, alors GH est égal à HG. Pourquoi c'est vrai ça? Bon, il suffit de montrer une seule inclusion. Si H est dans H, alors GH n'est pas dans H. Pardon, a priori, il y a deux possibilités, excusez-moi. Si H est dans H, on a deux cas. Donc deux cas peuvent se produire. Donc premier cas, si G est dans H, on a que GH est dans H, qui va être égal du coup à HG, donc dans ce cas-là, on a que GH est inclus dans HG. Ok, super. Si G n'est pas dans H, on a dans ce cas-là que GH ne peut pas être dans H. Parce que sinon, GH fois H-1, ce serait dans H, ce qui n'est pas le cas. Ok, donc, comme c'est pas dans H, bah ça va être dans GH. Parce que H union GH, ça fait tout le monde, parce que ces deux trucs-là, H et GH, sont de cardinaux 60 et d'intersection vide. Donc, comme H inter HG est vide, on a H union disjointe HG qui est égal à S5, car ils sont tous les deux de cardinaux égaux à 60. Ok, et donc, comme on a une partition de S5 en ces deux ensembles, le fait de ne pas être dans lui, ça impose d'être dans lui. Vous avez que GH est dans HG, c'est-à-dire que G grand H est inclus dans HG. Ok, donc il y a évidemment plein de manières de faire à partir de ce stade-là. Je pense que c'est pas vraiment optimal ce que je fais là, mais peu importe. Si vous avez d'autres manières de le faire, n'hésitez pas à me dire. Donc H est distingué, donc S5 sur H est un groupe d'ordre 120 sur 60, c'est-à-dire 2, donc abélien. Ok, puisque c'est Z sur 2Z, et à partir de là, bah, ce qu'on peut dire, c'est que les transpositions ont la même image dans le quotient, car elles sont conjuguées dans S5, et le quotient est abélien.
Oui, puisque si vous prenez deux éléments qui sont conjugués dans S5, vous passez de l'un à l'autre par une conjugaison, mais quand vous passez au quotient, cette conjugaison devient triviale parce que le quotient est abélien. Donc les transpositions ont toutes la même image dans S5 sur H. Or, H contient une transposition. Donc, comme toutes les transpositions ont la même image dans S5 sur H, ça veut dire qu'elles sont toutes égales à l'identité dans le quotient, c'est-à-dire qu'elles sont toutes dans H. H contient toutes les transpositions. Et vous savez que les transpositions engendrent Sn, donc H est égal à S5. Et là, c'est terminé. Ok, on récapitule un petit peu. Donc, soit P un polynôme dans Q crochet X, tel que, donc il vérifie les trois choses, degré de P est égal à 5, P irréductible, évidemment en tant que polynôme à coefficient dans Q, et dernière chose, il a exactement deux racines non réelles. Alors, on a vu que le groupe de Galois, c'est un sous-groupe de S5 qui est transitif. Donc ce que ça veut dire transitif, c'est que si je prends un élément du groupe S5, si je prends un élément entre 1 et 5, alors j'ai une transposition du groupe qui l'envoie sur n'importe quel autre élément que je veux. Okay, donc c'est un sous-groupe de S5 qui est transitif, qui contient une transposition. Comment on avait construit une transposition? Je vous rappelle que c'était la conjugaison complexe. Donc par le lemme, en fait, le groupe de Galois, c'est tout S5. Et là, on commence à voir le bout. Or, S5 n'est pas résoluble. Donc, par le théorème fondamental de la résolubilité par radicaux, qu'on avait montré il y a 2 vidéos, il me semble, P n'est pas résoluble sur Q. Autrement dit, les racines de P, vous ne pouvez pas les écrire comme à partir de rationnels en utilisant les 4 opérations de l'arithmétique et des radicaux emboîtés les uns dans les autres. Et c'est ça qui fait que certaines équations, vous n'avez pas de formule type formule de Cardan ou formule de Ferrari pour résoudre les équations de degré 5. Parce que déjà, pour ces équations-là, ça ne marche pas. Alors bon, quand même, ce serait bien de donner un exemple de polynôme qui vérifie ça. Donc je vous en ai prévu un. Donc c'est un exemple tout bête de polynôme qui vérifie les conditions qui précèdent. On peut prendre P qui va être égal à x puissance 5 moins 6x plus 3. Ce polynôme-là, normalement, il vérifie les conditions. Donc n'hésitez pas à le vérifier. Son graphe, c'est un truc comme ça. Non, il passe au-dessus, il passe au-dessus de 1. Il passe au-dessus du 0 ici, il fait un truc comme ça, voilà, c'est ça. Ok, donc vous voyez qu'il a exactement 3 racines. Il a 3 racines réelles, donc 2 racines complexes conjuguées. Donc ça, vous pouvez le vérifier par exemple en dérivant, en étudiant les variations du polynôme. C'est pas spécialement difficile. Il est irréductible. Donc alors déjà, P a 2 racines non réelles, qui sont pas dans R. Et il est irréductible sur Q. Pourquoi il est irréductible sur Q? Il y a pas mal de manières de faire ça. La plus simple, à mon avis, c'est d'utiliser le critère d'Eisenstein, si vous le connaissez. Alors le critère d'Eisenstein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si on peut trouver un nombre premier P qui divise tous les coefficients du polynôme, sauf le premier, et dont le carré ne divise pas le dernier coefficient, alors le polynôme est irréductible. Donc ici vous prenez P égale 3, il ne divise pas ça, mais il divise tous les autres coefficients. 3 au carré ne divise pas ça, donc P est irréductible. Critère d'Eisenstein avec P égale 3. Et donc finalement, vous avez que l'équation x puissance 5 moins 6x plus 3 égale 0 n'est pas résoluble par radicaux.
Donc voilà ce qu'il en est des équations résolubles par radicaux, et en fait vous pouvez montrer que en dessous du degré 5, ça marche. Vous pouvez trouver des formules, donc les fameuses formules de Cardan, de Ferrari, Cardan pour le degré 3, Ferrari pour le degré 4, et à partir du degré 5, ce genre de choses ne marche plus, essentiellement à cause du fait que le groupe S5 n'est pas résoluble, comme on a pu le voir. Vous pouvez vous amuser à montrer qu'en fait le groupe S4 il est résoluble, et en fait plus généralement aussi on peut démontrer que un polynôme va être résoluble par radicaux si et seulement si son groupe de Galois est résoluble. Alors nous on a montré un seul sens, on a montré que si le polynôme était résoluble par radicaux, alors le groupe de Galois était résoluble, mais la réciproque est vraie aussi. Voilà, donc on va s'arrêter là pour l'instant pour cette série de théories de Galois. Peut-être que j'y reviendrai un de ces jours, je ne sais pas exactement. Peut-être par exemple pour montrer ce que je viens de dire à l'instant. Mais en tout cas pour l'instant, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu et merci beaucoup.